Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous allons voir dans cet article tout ce qui touche, comme je vous l'ai dit, à l'espace-temps et aussi aux pyramides. Et dans ces pyramides, nous allons voir aussi la relation qu'il y a avec l'octaèdre. Je rappelle que l'octaèdre est une double pyramide. Bref, nous allons voir ça dans le détail. Donc là, je vous ai dessiné ce qu'on appelle l'axe X et l'axe Y. Nous verrons que l'axe X, eh bien, ça va être un axe qui va correspondre au féminin et l'axe Y au masculin. Vous allez voir que je vais vous faire des relations auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitués, mais ça fait partie, comme dirait l'autre, de la leçon. Donc, quand on multiplie un X par un Y, eh bien, on obtient ce qu'on appelle une surface. Donc, vous voyez, c'est une surface. Et nous vivons dans un espace tridimensionnel. Donc, à cet effet, eh bien, j'ai tout simplement fait l'espace Z. C'est-à-dire, quand je dis l'espace, c'est la profondeur, la hauteur. Donc, nous avons bien le X, Y et Z. Quand nous rejoignons tous ces points, nous allons obtenir, eh bien, une pyramide, tout simplement à base, je dirais, d'un carré, puisque nous allons voir que dans les dessins suivants, d'où ça vient tout ça. Donc, ceci est la pyramide, on va dire, de l'espace. Voilà, donc c'est normal que nous vivons dans un espace tridimensionnel, puisque ça nous donne une largeur, une longueur et une hauteur. Le résumé de cet espace, eh bien, je vous le mets ici, et comme je l'ai bien sûr indiqué, pour l'instant, vous inquiétez pas pour tout ce qui est décrit en dessous, parce que ça viendra s'expliquer au fur et à mesure de la démonstration que je vous ferai pendant les différents articles à suivre. En tout cas, voilà, nous allons découvrir que cet espace, c'est la matière, que ça sera l'incarné, que ça sera un côté masculin, qu'il abrite l'esprit, que ça sera la partie où on va capter l'information, donc une partie consciente, ça sera ce qui sera révélé pour vous, ça correspondra à une intelligence mentale, vous verrez que c'est le support de la vie, que c'est aussi le côté électrique, et que ça représente la géométrie. Je sais que ça fait beaucoup d'une seule fois, mais c'est pas grave, cherchez pas forcément à tout vouloir comprendre dans un premier temps, parce que tant que je vous aurai pas fait la démonstration de la totalité, eh bien ça va vous rester peut-être un peu tiré par les cheveux de faire autant de relations. Et bien maintenant, je reprends le même principe du X, Y et Z, et nous allons voir que le X correspond à un temps intérieur, le Y à un temps extérieur, et que le Z sera ce qu'on appelle un temps fractal. Alors, là encore, cherchez pas à comprendre trop pour l'instant. Je vous fais donc la pyramide inversée, qui correspond en fait à ce que l'on appelle le temps. Donc c'est la pyramide du temps. Et on va voir que la pyramide du temps, ça va être une énergie. Et donc je vous ai mis les lignes ici. Ici c'est de la matière, ici c'est de l'énergie. Là c'est de l'incarné, ici c'est du non incarné. Il y a du masculin, un féminin. Ça c'est l'esprit, ça c'est la source. L'information ici est diffuse, alors que là elle est captée. Donc c'est une partie inconsciente. C'est du non révélé. Elle logera ce qu'on appelle l'intelligence du cœur.
elle sera la vie, alors que lui était le support de la vie. Ça sera le côté magnétique, et on verra que ici, autant c'est une géométrie, eh bien on verra que ici c'est ce qu'on appelle le tore. Donc effectivement, vous allez découvrir dans cette série de vidéos que toutes les choses sont imbriquées les unes dans les autres et qu'il y a toujours un masculin et un féminin. Le seul truc, c'est que le féminin est quelque chose que l'on ne voit pas puisqu'il est magnétique, alors que le masculin est beaucoup plus visible parce que c'est la partie géométrique. Donc si on étudie la géométrie sacrée, simplement sous l'angle de la géométrie sacrée, eh bien on a une approche, on va dire, comme un scientifique, c'est-à-dire on va étudier la géométrie, nous allons faire des liens, des concepts, etc. Mais ça ne vous dira pas pourquoi les choses elles vivent. Si vous faites la même chose au niveau, je dirais, du côté féminin, c'est-à-dire du magnétique, eh bien vous ne comprendrez rien, puisque vous allez voir au fil du temps que ici, c'est toute la mécanique, on va dire, newtonienne, excusez-moi, c'est-à-dire tout ce qui va toucher la gravité, la pesanteur, le x, y et le z, en fait toute la dimension. Et ici, par exemple, on parlera d'électrons, alors que ici, on verra que quand nous allons toucher cette pyramide, nous allons beaucoup plus parler de la mécanique quantique, tout simplement, où en fait l'électron n'existe pas, mais où il y a une probabilité qu'il existe quelque chose quelque part, puisque en fait c'est l'observateur lui-même qui va déclencher, entre guillemets, la possibilité de voir quelque chose qui ressemble à un électron, mais qui, quelque part, n'en est pas un. Donc ici, on va avoir une mécanique, on va dire, ondulatoire, ça va onduler à mort, donc on ne va pas savoir vraiment où on en est, alors que ici, c'est quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut savoir combien il y a d'électrons, quelles sont leurs charges, etc. Donc on voit qu'il y a deux oppositions, et que effectivement, on pourrait presque dire que ceci, à notre échelle, c'est visible, alors que ceci est invisible, parce que c'était une échelle qui est tellement petite que ce ne sont que des suppositions. En effet, tous les gens qui font de la mécanique quantique, eh bien, sont partis de postulats, c'est très bien, mais qu'ils ne peuvent pas démontrer, puisque dans la réalité, personne n'a jamais vu un électron. Enfin, bref. Quand on dit que l'univers est fabriqué à 99,99% de vide, eh bien, oui, puisqu'il y a 0,01% de matière. Mais il n'est pas vide. Il est plein de plein d'autres choses, mais que nous ne pouvons pas accéder. Et c'est pour ça que dans cette série de vidéos, eh bien, je vais vous parler de tout ça. Donc maintenant, eh bien, nous allons pouvoir passer, je dirais, à la deuxième illustration. Bien, dans cette vidéo, nous allons voir, en fait, comment se construit l'octaèdre. Alors bien sûr, dans la figure précédente, on a vu deux pyramides avec un bel octaèdre, c'est super, mais on ne sait pas d'où ça sort. Et bien maintenant, je vais vous dire comment ça se construit tout simplement. Donc dans un premier temps, je vais partir, je dirais, d'une pyramide qui est celle de la pyramide de l'espace. Cette pyramide de l'espace, je l'ai représentée sous une forme, bien sûr, plane dans l'immédiat, puisque dans la prochaine image, on verra ça en 3D. Alors commençons déjà à le voir en 2D. Donc la pyramide de l'espace, c'est tout ce qui concerne l'aspect masculin. C'est-à-dire, allez, on va dire au premier, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est une comparaison, c'est l'équivalent, on va dire, du premier chakra, c'est-à-dire la matière elle-même. C'est la pyramide de la matière. Et donc, comme vous savez, cette pyramide de la matière, eh bien, va en fait prendre la hauteur de deux chakras, et vous allez comprendre pourquoi, puisque ça s'appelle le moteur de la Terre. Et donc, le moteur de la Terre est associé à deux choses. Donc à deux dimensions. Et ces deux dimensions, nous allons les voir apparaître, puisque ici, dans cette pyramide bleue, hein, donc masculine, eh bien, nous allons avoir, bien sûr, la pyramide rouge qui va venir s'imbriquer à l'intérieur. Puisque ici, ça serait l'équivalent du deuxième chakra, c'est-à-dire de ce qui vient pénétrer la matière afin de lui donner vie. Et nous allons voir, bien sûr, toujours en fonction des vidéos qui vont suivre, comment tout cela fonctionne. Donc, ici, nous avons en fait l'espace, qui est le bleu, qui est pénétré par le temps. Et nous allons voir que la réunion de ces deux, je dirais, de ces deux pyramides sous cet angle-là, eh bien, va fabriquer ce qu'on appelle tout simplement l'octaèdre. C'est-à-dire que, attendez,
tourner ça correctement, eh bien l'octaèdre, c'est en fait ce qui va être la superposition des deux. Hein. Et donc cet octaèdre de l'un. Pourquoi l'appelle-t-on, je l'appelle l'octaèdre de l'un, puisque vous savez très bien que là où il y a une dualité, il y a forcément une unité. Et cette unité, eh bien, elle va se créer à l'intersection de la pyramide du temps et de la pyramide de l'espace. De cet octaèdre de l'un, nous allons en fait découvrir ce qu'on appelle la loi de l'un en action, hein, enfin, moi ce que j'appelle ça comme ça, qui est donc le lieu de rencontre, hein, comme je le disais, entre l'espace et le temps. Et on va voir la formule très simple à rappeler, l'espace multiplié par le temps est égal à 1, ou l'espace plus le temps est égal à 1. Nous allons voir que ça dépend comment on regarde les choses, mais les deux formules sont valables. Alors, c'est relativement simple, c'est-à-dire que le 1, c'est celui-ci, c'est l'unité, et on va voir que c'est le produit des deux. Donc quand l'un rencontre l'autre, eh bien ça donnera toujours 1. Alors, ce que je veux aussi introduire comme notion, et qui va être très très importante pour, je dirais, la suite, c'est ceci. C'est-à-dire que chaque espace-temps est compris, ce qu'on appelle dans une couche de Lyon, que l'on donne comme autre nom la fractale. C'est-à-dire que nous allons découvrir que les espaces-temps, ils se superposent les uns les autres, puisque ici je prenais l'exemple ici du premier moteur de la Terre, en disant que c'est le premier chakra et le deuxième chakra, eh bien vous allez avoir le troisième, quatrième, le cinquième, sixième, etc. Et nous allons voir qu'il y a comme ça toute une échelle, hein, je ne veux pas dire l'échelle de Jacob, mais ça rapprocherait pas mal, c'est-à-dire que l'univers, c'est comme un oignon, avec des épaisseurs successives. Et chaque épaisseur, en fait, correspond à un espace-temps. Donc nous découvrirons ça à fur et à mesure dans les autres vidéos. Alors, pour revenir un tout petit peu à cette formule de l'espace-temps égale 1, eh bien, ici, si je regarde bien, par exemple, ou je vais prendre par exemple en bas, on va commencer par, je dirais, par l'espace, eh bien, quand on parle au niveau de l'espace, si ici, je fais l'espace égale 1, alors le t vient en dessous. C'est-à-dire que l'espace, c'est 1 sur t. Et donc, dans ce point A, on peut voir qu'à cette pointe, le temps, entre guillemets, d'après vous, sera comment? Très grand? Très petit? L'espace est énorme. Et le temps, lui, va être très petit. Vous voyez, en A, l'espace est grand et le temps s'écoule très lentement. Et on va voir que quand c'est à ce niveau-là, eh bien, ça sera comme une galaxie. En effet, si vous regardez la taille d'une galaxie, quelle est proportionnellement la durée de vie de la planète Terre par rapport à la galaxie? Pas grand-chose. Alors imaginez, qu'est-ce qui se passe, vous, votre vie, ou je dirais même une civilisation terrienne. Le temps d'une civilisation terrienne représente que dalle par rapport à la grandeur de la galaxie. C'est-à-dire que la galaxie, en termes de conscience, ne pourra jamais prendre conscience de ce que vous vivez maintenant, puisque le décalage de temps est si grand qu'il lui est totalement impossible. Et nous allons voir aussi que si nous reprenons toujours la même formule et que nous allons visiter ce qu'il y a dans ce point B ici, eh bien nous allons avoir totalement l'inverse. C'est-à-dire que le E, on le fait passer sous le 1, et donc on a T égale 1 sur E, c'est-à-dire que le temps, c'est l'inverse proportionnel de l'espace. Eh bien en B, dans un petit espace, le temps est très grand, atome par exemple. C'est-à-dire que ici, si je prends la pointe, bien sûr, de l'espace, c'est-à-dire que je prends un truc qui est infiniment petit, par exemple, on va prendre un atome ou un quark, je peux vous dire que lui,
Hein, si on prend un simple électron qui tourne autour d'un atome, il aura le temps de vivre des milliards et des milliards et des milliards de rotations et donc d'expériences, puisqu'une rotation pour lui, ça serait l'équivalent par exemple de la Terre qui tourne autour du Soleil qui fait qu'un seul tour. Lui, il en fait simplement des milliards et des milliards, et par seconde, on va dire, et vous n'en êtes absolument pas conscient. Donc on va voir qu'il y a, bien sûr, en fonction de la hauteur dans laquelle vous vivez, dans cet espace-temps, eh bien, il y a une inversion proportionnelle. Alors imaginez la vie d'un atome par rapport à la galaxie. Ils ne peuvent pas se comprendre. Hein, et nous allons voir ça hein, dans les vidéos futures. Donc ici, j'ai mis un petit trait en pointillé qui correspond en fait à la rencontre, on va dire, parfaite, c'est-à-dire là où il y a l'équilibre, qu'il y a autant de temps que d'espace, d'une certaine manière, puisque ça fait toujours 1, eh bien ça s'appelle un plan ou un horizon. Donc souvent, dans les films de science-fiction, on parle de l'horizon du temps. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que si votre conscience est à ce niveau, eh bien vous prendrez conscience de cet espace et de ce temps. Mais vous ne pourrez pas prendre conscience de celui-ci qui est là ou de celui-ci qui est là. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, cet article a pour but de simplement poser les choses et nous allons voir, au fur et à mesure que nous allons avancer, comment tout ça, ça s'imbrique et qui fait que nous vivons dans un monde extraordinaire. Bien, maintenant nous allons voir dans l'espace. Hein, qu'est-ce que ça donne, hein, c'est-à-dire dans l'espace tridimensionnel. Donc, nous pouvons constater que je vous ai fait un cube. Hein. Donc là, c'est un élément de géométrie sacrée qui est important puisque le cube vient tout de suite après le tétraèdre. Hein. Et nous allons voir que le tétraèdre, en fait, était, ni plus ni moins, est l'esprit, c'est-à-dire le feu. Donc voilà pourquoi notre Merkaba est un double tétraèdre, hein, puisque c'est le feu qui rencontre le feu féminin qui est imbriqué avec le feu masculin. Donc après le feu, hein, l'esprit avait besoin de s'incarner dans la matière. Et donc on va voir que la structure de la matière est basée sur le cube. Hein, puisque je dirais que l'élément feu hein, est un double tétraèdre qui vient s'imbriquer en fait toujours dans ce cube. Hein, j'ai fait de nombreuses conférences à ce niveau-là, mais bon, je ne vais pas tout répéter là, ici et maintenant. Enfin bref, continuons. Donc à partir de ce cube du feu, eh bien, nous allons placer hein, eh bien, cette pyramide hein, que je disais de l'espace hein, à l'intérieur. C'est-à-dire que nous avons la base qui vient se met au centre ici. De cette base, eh bien, nous allons pouvoir aussi, par la même occasion, eh bien, y mettre le tétraèdre féminin. Le tétraèdre, excusez-moi, la pyramide hein, du temps, qui vient pénétrer la pyramide de l'espace. Donc nous voyons à partir de ce moment-là, toujours dans l'espace, qu'il y a une pyramide ici, qu'on va appeler en fait la pyramide du temps, qui vient pénétrer la pyramide de l'espace. Et nous allons voir aussi conséquemment qu'il y a bien sûr la même chose qui se situe en haut, où vous allez avoir cet élément masculin qui va venir pénétrer cet élément féminin. Et c'est en cela que nous allons pouvoir parler d'espace-temps beaucoup plus facilement, puisque vous pouvez voir que cet octaèdre, hein, c'est pas simplement une pyramide qui glisse et qui vient se mettre en position l'un de l'autre, non, c'est l'intersection qu'il y a entre les deux. Voilà, donc ça c'était la vision dans l'espace hein, de l'octaèdre. Donc, pour la suite des événements, je vais prendre une convention, c'est-à-dire que quand je voudrais représenter ce véhicule de l'octaèdre dans le mode plan, je le représenterai comme ça. Et vous comprendrez hein, dans les illustrations suivantes pourquoi je vous dis ça. Ensuite, eh bien, je reprendrai aussi cette représentation où c'est une vision en 3D, où nous allons voir en trois dimensions, où nous allons voir effectivement la pyramide du temps et la pyramide de l'espace. Alors, j'ai mis cette couleur-là comme ça parce que il y a toujours, je dirais, tout est binaire. Donc, si je représente ici, bien sûr,
cette pyramide ici, c'est-à-dire cette pyramide qui est là, hein, que là j'ai représenté en bleu, c'est simplement que vous compreniez que c'est ce qui se passe dans cette pyramide bleue, bien qu'elle soit la pénétration du temps. Donc ceci, c'est la pyramide en bas, c'est l'espace. Mais on va voir que cet espace, en fait, est pénétré par le temps. Alors que ici, c'est du temps qui est pénétré par l'espace. Mais bon, il faut bien prendre quelques polarités pour se faire comprendre. Donc cette pyramide ici, que je représente de nouveau, attendez, hop, il faut que j'arrive à la choper, parce que c'est pas toujours simple. Bon, eh bien, cette pyramide-là, on voit bien, hein, et on le verra dans la prochaine figure, que ça a une polarité. Hein. Ça a une polarité, puisque, en fait, hein, nous sommes dans un élément féminin, mais qui est masculin. Donc ici, c'est simplement féminin-masculin, alors que ici, c'est un masculin-féminin. Voilà pourquoi les couleurs, hein, puisque j'ai pris la dominante. Alors, ceci n'est ni plus ni moins ce que l'on appelle un véhicule spatio-temporel. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que vous allez découvrir la logique de cet octaèdre, vous allez découvrir comment nous pouvons nous balader dans l'espace et le temps. Votre Merkaba est une chose, ceci en est une autre. Mais bon, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Ensuite, juste, c'est vraiment juste pour les gens qui ont connaissance de ce que j'appelle l'USDH, hein, la science du design humain. Pour l'instant, c'est juste pour leur faire comprendre que le monopôle magnétique, c'est-à-dire l'ensemble des deux pyramides, est en partie supérieur le cristal du design, le cristal, et ici le cristal de la personnalité, et on appelle ça le monopôle magnétique. Hein. Donc je n'irai pas plus loin, c'est juste pour eux, pour qu'ils comprennent d'où ça vient. Bien, dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'interaction, entre guillemets, entre cette double pyramide ou cet octaèdre, ce que j'appelle de l'un, avec le symbole yin-yang. Hein, je fais toujours des relations comme ça entre les choses pour que vous compreniez bien que nous parlons toujours de la même chose, en fait, mais sous des angles différents. Donc, ceci, on va dire, est un angle géométrique, dans le sens que si je reprends, par exemple, le yin-yang, c'est une représentation, on va dire, féminine. Alors que là, on est dans une représentation masculine des choses. Ici, tout est cercle. Ici, tout est anguleux. Donc, ces deux choses, c'est la même chose. Simplement, il y en a un, c'est un angle, une vision géométrique, alors que là, c'est une vision, on va dire, plutôt magnétique. Là, ce sont des champs magnétiques, on va dire, qui tournent. Alors, je vous rappelle que donc la pyramide du haut, hein, eh bien, elle est d'essence féminine et c'est ce qu'on appelle le temps. La pyramide du bas, c'est l'aspect masculin et qui est l'espace. À l'intérieur, nous avons l'octaèdre. Donc, je vous ai simplement représenté les couleurs afin que vous compreniez mieux ce côté féminin, puisqu'ici c'est un féminin avec une pyramide masculine et ici c'est un masculin avec une pyramide féminine. Alors commençons déjà à comprendre un élément important, c'est que nous allons regarder, je dirais, l'aspect d'abord masculin. Cet aspect masculin, eh bien, lui est, je dirais, représentatif de la vision 3D, puisque c'est un moteur. Hein. Vous voyez, je vous avais parlé du moteur. Eh bien, si nous prenons le moteur, par exemple, de l'humain, hein, nous comprenons que tout ce qui est bleu, ici, hein, la partie inférieure, c'est la 3D, et ici, c'est la 4D, tout simplement. Donc 3D, 4D, je pense que vous êtes déjà maintenant familiarisé avec ça, suite à mes différentes vidéos d'avant. Donc ici, nous ne percevons qu'un seul temps. C'est-à-dire, imaginez que ce temps ici qui pénètre à l'intérieur, eh bien ça va être un temps qui va être lié à l'espace. Ce temps lié à l'espace est relativement facile à comprendre. C'est un temps dit extérieur, hein, c'est-à-dire un temps Y, comme je vous avais présenté dans la première illustration. Ce temps Y, eh bien, c'est un temps linéaire. Pourquoi? Puisque dans l'espace, tout n'est que choc, hein. C'est-à-dire que quand la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, comment dire,
elle a bien un mouvement. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a un passé, un futur et qu'il y a un présent. Eh bien, ce temps linéaire de 3D, il est là. Voilà pourquoi on est complètement arrivé à ceci. Hein. Donc cet espace est linéaire pour nous, et c'est normal, puisque c'est un temps qui va être fonction des réactions, entre guillemets, de ce qui se passe dans l'espace. Donc ils sont indissociables. Voilà pourquoi toute la science aujourd'hui est basée sur un temps linéaire, qu'on appelle la seconde, tout simplement. Donc ici, je rappelle que c'est un temps linéaire, c'est un temps donc extérieur, puisque ce temps est dû au mouvement des planètes. Mais aussi, si on regarde des réactions chimiques, il y a bien un temps. Donc, il est parfaitement normal qu'on soit complètement coincé dans cet espace-temps, entre guillemets, puisque nous sommes véritablement en pleine 3D. Tout simplement. Et ça, c'est normal. Donc maintenant, je vais vous tracer donc le petit... voilà. On peut comprendre que, effectivement, cette partie-là du temps, de la pyramide du temps qui vient pénétrer l'espace, est un temps linéaire et elle correspond à la partie féminine qu'il y a à l'intérieur de la partie masculine. Donc c'est un masculin féminin, alors qu'ici nous sommes dans un masculin masculin. Donc c'est une partie vivante par rapport à une partie moins vivante. C'est-à-dire que l'espace est par définition stable, stationnaire. Simplement, il y a un mouvement, ce qui nous donne cette impression de temps linéaire. Maintenant, eh bien, si nous regardions l'équivalent féminin maintenant, eh bien, qu'allons-nous découvrir? Nous allons découvrir que dans cet élément féminin, eh bien, il y a une pyramide qui vient la pénétrer, entre guillemets, c'est l'espace qui vient pénétrer le temps. Et donc là, nous allons avoir affaire à une notion, et hop, je fais ça, qui va être un temps non linéaire, puisqu'ici, il n'y a pas de mouvement de planète. Il n'y a pas de mouvement de planète. Je vous rappelle que ici, ça serait l'équivalent de la 4D dans le moteur. Donc c'est un temps intérieur. Votre temps intérieur n'est pas basé sur l'espace. Du tout. Voilà pourquoi, quand vous vous sentez bien avec quelqu'un, le temps extérieur, vous en foutez, vous n'en prenez même pas conscience. Donc ici, en un dixième de seconde, vous pouvez vivre des choses incroyables, comme vous pouvez vivre une chose incroyable qui va vous prendre 3 heures. Il n'y a plus aucune relation avec le temps de l'espace. Voilà pourquoi ce temps intérieur est un féminin masculin. Parce que, d'une certaine manière, quand vous passez un temps agréable avec quelqu'un, ou à regarder un paysage, etc., vous êtes quand même par rapport à la matière. Et oui. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire, principalement. Donc ici, vous comprenez que ici c'est le temps, que cet hémisphère ici est le temps, et qu'à l'intérieur de ce temps, il y a une partie masculine qui est l'espace. Voilà, donc voilà la relation qu'il y a entre cet octaèdre ici, enfin cette pyramide ici, avec là et là. Donc on retrouve toujours la même chose, donc il n'y a absolument rien de nouveau, simplement c'est une façon de vous présenter différemment. Donc une autre chose que je vous ai représentée, c'est la partie centrale, c'est-à-dire ce carré où bien sûr les deux sont collés l'un à l'autre, où il y a une surface. Et donc, cette partie centrale que je vous avais parlé, que je parlais d'un horizon, entre guillemets, et hop, c'est pas toujours facile de tout reconstruire, mais donc j'ai mis la partie centrale est un horizon où se font les décisions traçant ainsi un chemin de probabilité cause-effet. C'est-à-dire qu'en fait, votre vie, elle navigue sur un plan. Vous êtes coincé dans un espace-temps et en fait, vous allez vous balader ici. Nous allons voir un tout petit peu plus tard quelles en sont les conséquences. Et donc par rapport à, je dirais, la façon yin-yang, eh bien cette plateforme correspondrait ni plus ni moins, je la représente ici, eh bien à la frontière qu'il y a entre le temps et l'espace. D'accord? On a bien une frontière. Et donc on va voir qu'effectivement, cette frontière est importante et qu'elle n'est qu'à réaction entre un espace et un temps.
votre conscience, en fait. Nous allons voir que ceci est d'une certaine manière votre conscience, et elle partira par un centre. Et si elle passe par le centre, alors vous serez centré. Et si vous êtes centré, il y a de fortes chances que votre féminin et votre masculin soient équilibrés. Voilà, c'était pour cette illustration de ce que j'avais à vous dire. Bien, dans cette illustration, nous allons voir, et c'est un petit cadeau que je vous fais, que vous compreniez ce qu'est véritablement une pyramide. Donc maintenant, je pense que vous êtes conscient de ceci, ça vous paraît clair maintenant. Donc ici, vous pouvez concevoir que cette partie supérieure dans laquelle que je vais représenter ici en vert, c'est la pyramide par exemple de Gizeh. Cette pyramide de Gizeh est bien fabriquée en pierre. C'est donc bien un élément masculin, tout simplement, vous voyez. Et si je remettais ceci là, par exemple, c'est ni plus ni moins au niveau de la Terre. Voilà, donc vous avez une pyramide qui est posée tout simplement sur la Terre, et si je le représentais différemment comme ça, je vous la mets comme ça. Voilà. Donc ici, nous avons la partie supérieure, où nous voyons la pyramide de Gizeh. Cette pyramide est dirigée, bien sûr, est en matière, et elle est dirigée vers le haut. Il faut savoir qu'il y a un équivalent en bas. Donc, autant les gens se disent « Ah, il doit y avoir des galeries, salles secrètes, sous les pattes du sphinx, etc. » Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sous la pyramide de Gizeh, il y a l'équivalent. Et vous pouvez comprendre que cet équivalent qui est à l'intérieur, c'est pour voyager dans le temps. Donc, aujourd'hui, les scientifiques, égyptologues et tout ce qu'on veut, s'évertuent à comprendre c'est pourquoi ce morceau de caillasse, excusez-moi, est là, à quoi ça sert, et puis ils essayent de trouver, ils disent tiens, il y a une petite tranchée là, il y a un truc, il y a la chambre de la reine, il y a la chambre du roi, on est bien d'accord, alors oui, très bien, mais c'est oublier fondamentalement que l'autre partie en dessous est beaucoup plus importante, puisque c'est le temps qui pénètre la matière. Et que si nous voulons voyager dans le temps, il suffit d'aller dans cette partie-là. C'est tout bête, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, ici, je vais vous parler, je dirais, de la base 4, puisque on a décidé de faire un petit peu, je dirais, de géométrie sacrée. La base 4, c'est le cube, qui est donc une base carrée, XY, et une hauteur centrale, Z. Et donc cette base 4, c'est 4 faces mises en résonance plus une. C'est-à-dire qu'effectivement, si une onde venait dans ce cône, dans ce cône et donc dans celui-ci, elle va réverbérer. C'est-à-dire que comme les faces sont face à face, une onde qui pénétrera là, rentrera en résonance sur ce plan. Et celle qui viendra comme ça, sur celui-ci. Donc, c'est un résonateur, c'est-à-dire quelque chose qui va se mettre en résonance en fonction des vibrations. Donc, si vous avez une onde qui vient frapper le haut ici, elle va rentrer en résonance selon cette longueur d'onde. Donc ici, toute cette hauteur va correspondre en fait à une résonance sur différentes plages vibratoires. Donc si, imaginez que je mette par exemple 7 couches, comme par exemple les 7 chakras, qui ont 7 longueurs d'onde différentes, je vous fais l'épaisseur. Donc vous auriez une première couche, une deuxième, une troisième, etc. Et tout le monde rentre en résonance. Et c'est un tout petit peu ce qui se passe par rapport à nous. Voilà pourquoi au niveau de l'atmosphère, vous avez 7 couches. Et on verra aussi pourquoi au niveau de l'intérieur de la Terre, nous avons 7 couches. Donc plus nous allons pénétrer l'intérieur de la Terre, plus en fait, quelque part, cette pyramide est en contact avec les autres dimensions qui vivent à l'intérieur de la Terre. C'est pour ça que c'est assez intéressant, si vous y voyez un tout petit peu plus loin, quelle va être la connexion de ces résonateurs qui sont placés, bien sûr, sur des angles précis et à des points précis par rapport à la planète. Quand on se met une boucle d'oreille, c'est pas forcément n'importe où. Là, c'est pareil. La planète, ces pyramides de Gizeh ont été placées à un endroit précis par rapport à la surface de la Terre, parce que Gaïa, quelque part, c'est un de ces points, on va dire, d'acupuncture, d'une certaine manière, qui va lui permettre de rentrer en résonance. Alors, rentrer en résonance avec quoi?
Eh bien d'abord, c'est un résonateur. Donc qui dit résonateur dit que par son sommet, il y a une énergie qui va venir rentrer en résonance là-dedans, bien sûr, et qui nous provient du Soleil central, qui ensuite passe par Sirius et les Pléiades, etc. Et ça va rentrer. Donc forcément, tout ce qui rentre eh bien, doit ressortir quelque part. Et bien quand ça ressort quelque part, ça va ressortir ici, en direction de la grille cristalline, et donc du cristal d'Urantia. C'est ainsi que notre planète, Gaïa, Urantia Gaïa, est connectée au Soleil central, d'une certaine manière, hein, et Sirius, Pléiades et compagnie. C'est-à-dire que ceci, hein, c'est bien un résonateur cosmique. Voilà le secret des pyramides de Gizeh. C'est pas dans l'étude des petits trucs en envoyant des caméras pour voir ce qui se passe entre les cailloux. C'est là que ça se passe. Donc quand nous aurons compris que ces différentes pyramides sont orientées par rapport, bien sûr, aux lignes de champ magnétique de la Terre, puisqu'on ne met pas la pyramide dans n'importe quelle direction. C'est pour qu'elle rentre en résonance avec la grille cristalline et puisse faire son contact entre l'énergie qui vient du haut, on verra les autres espaces-temps, hein, pour aller dans son espace-temps. Donc si je reviens ici, donc les 4 phases mises en résonance, plus une, la base, puisqu'on verra que bien sûr, ils sont comme ça, mais il y a la base. Donc on va voir que quand une onde vient frapper ici, elle rentre en résonance ici, eh bien elle va taper aussi contre cette base. Et je vous rappelle que cette base, c'est votre ligne d'horizon. C'est là où va se situer votre vie et tout ce qui va se passer, et donc les causes-effets. Nous naviguons sur un plan. On verra que ce sont les 4 éléments, puisque ce sont les 4 angles, on va dire, du cube, hein, qu'on va retrouver forcément là, hein, plus 1, qui est un truc vertical, qui est l'éther, entre guillemets, et cet éther, en fait, c'est tout ce qui est autour. Donc les 4 éléments sont, on va dire, matérialisés, parce qu'en fait, tout autour, il y a quelque chose qui permet cette matérialisation. Donc le mot qu'on lui a donné, ou que les anciens lui ont donné, c'était l'éther. Mais si vous arrivez à choper l'éther dans la main, dites-le moi. Hein. En fait, il est là. Ce que nous nommons le vide n'est absolument pas vide. Et on verra qu'il y a une relation directe avec les particules adamantiques. Et forcément, il y aura 4 directions, plus 1, c'est-à-dire le vertical, c'est-à-dire celui qui orientera le centre gravitationnel vers le cristal d'Urantia. Voilà, c'était juste un petit plus pour que vous compreniez que les pyramides de Gizeh ainsi que les pyramides au Yucatan ou au Mexique ont toutes des fonctions très précises. Ce sont des résonateurs cosmiques. Ils sont là pour alimenter la Terre et faire qu'elle soit en harmonie, on peut dire, avec tous les différents espaces-temps, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Et tout ça, je vous l'expliquerai dans d'autres prochaines vidéos à venir. Bien, dans cette vidéo, nous allons regarder maintenant, sous un autre angle, ce qu'on appelle en fait, dans ce véhicule spatio-temporel, le cristal de la conscience. Donc, je vous ai représenté de nouveau ce que j'appelle la fractale, hein, c'est-à-dire les couches d'oignon, hein, les limites qui séparent 2 couches d'oignon, où va se situer effectivement le cristal, l'octaèdre, entre guillemets, de l'espace-temps. Donc, je rappelle que c'est une fractale. Alors, une fractale, c'est un motif géométrique qui va se reproduire à différentes échelles, mais toujours d'une manière identique. Simplement, la seule différence, autant la géométrie sera identique, la seule différence, c'est la taille. Donc, dans notre exemple, je vais prendre le moteur de l'humain. Dans ce moteur de l'humain, eh bien, nous allons retrouver ce que j'appelle, ni plus ni moins, le pyramide du temps, bien sûr, pyramide de l'espace. Je pense que vous commencez à être habitué à cette représentation, dans laquelle, eh bien, je vais représenter les dimensions qui correspondent. Donc la 3D et la 4D. Donc on voit bien que ici c'est un élément féminin, c'est une zone féminine, qui correspond à l'intelligence du cœur, et ici c'est l'intelligence du mental, la matière. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant là-dessus. Et donc l'autre point qui est important, c'était donc celui-ci, c'est-à-dire que l'octaèdre qui est à l'intérieur, c'est un véhicule spatio-temporel, c'est ce que j'appelle le cristal de la conscience. Ce cristal de la conscience, eh bien, il a une taille.
puisque cette taille va dépendre en fait du niveau de conscience que vous avez et donc de votre expansion vers l'extérieur. En effet, si je prends l'octaèdre que nous avons par exemple au début, eh bien, je dirais dans un monde parfait, il serait là, en parfait équilibre entre le masculin et le féminin. Et bien sûr, c'est un cristal de conscience. Et on va voir que quand par exemple un animal commence à expérimenter, eh bien, il va commencer à expérimenter ce niveau-là, puisque il provient, en fait, on peut dire, de l'espace-temps qu'il y a d'avant, c'est-à-dire 2D. Et donc, quand il arrive à ascensionner à sa manière, c'est-à-dire à passer dans ce nouvel espace-temps, il va se retrouver donc dans les vibrations très, très lourdes, on va dire, très denses, de cet espace-temps ici, où il va effectivement expérimenter l'espace. Alors bien sûr, la notion de temps, pour lui, ça ne voudra pas dire grand-chose. Et puis, progressivement, à fur et à mesure, je dirais, de son élévation, par rapport à cet espace-temps, et bien petit à petit, il va commencer à grimper. Donc ici, par exemple, il serait dans un niveau, je dirais, beaucoup plus proche ici du voile de l'oubli, et donc petit à petit, bien sa partie animale prendra, c'est-à-dire la partie matérielle, la survie, prendra de moins en moins, on peut dire, de place au profit de voyages, on va dire, dimensionnels de plus en plus grands. Il est évident que si je mettais ça là, eh bien, ça voudrait dire que ici, votre cristal de conscience nagerait en pleine 4D et la matière commence à prendre pas beaucoup de place. Par contre, le voyage temporel, c'est-à-dire le temps intérieur, devient de plus en plus grand. Et donc, c'est ce que nous expérimentons quand nous parlons d'une montée vibratoire d'un individu. Eh bien, c'est que, grosso modo, vous allez progressivement, eh bien, effectivement, augmenter bien sûr votre fréquence, puisque je vous rappelle qu'ici ce sont des fréquences. Ici la 3D, ça a une certaine fréquence, et on verra qu'à l'intérieur de cette 3D, vous avez les 7 couches correspondant donc aux 7 couleurs de nos chakras. Et ici, c'est, on peut dire, à l'identique, puisque quelque part, eh bien, ces fréquences sont bien là, c'est-à-dire ici on a bien un octave, ici c'est un autre octave. Eh bien, nous allons expérimenter ces différentes vibrations. Alors, vous le savez, en tant que préhumain, la grosse majorité des préhumains se situe, on va dire, dans cette zone-là, quoi, à quelque chose près. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des animaux, mais ils ne sont pas encore des humains, d'une certaine manière. Donc, de temps en temps, voilà, tout va dépendre de la température, on va dire émotionnelle, et aussi, on va dire, de l'agitation qu'il y a à l'intérieur du bocal, ici. Puisqu'effectivement, ici, ça fait comme un bocal. C'est notre octaèdre et on se balade dedans. Donc, si à l'intérieur, c'est très mouvementé, c'est-à-dire que la personne n'est pas en paix, eh bien, le petit flotteur à l'intérieur, comme dirait l'autre, il va être chamboulé, il va tourner, il va plus savoir où il en est, enfin, de temps en temps, il sera même carrément chamboulé, on ne saura même plus comment on s'appelle. Donc, vous pouvez imaginer ici un petit flotteur qui se balade dans un espèce d'aquarium, où c'est mouvementé. Donc la première chose à faire pour qu'effectivement, je dirais, cette cristal de conscience puisse augmenter sa vibration sans être perturbée par celles qui sont basses, eh bien il faut déjà commencer à faire qu'il y ait une paix intérieure. Quand je dis cette paix intérieure, c'est-à-dire d'éviter tous les mouvements qu'il y a à l'intérieur. Or, ces mouvements sont dus principalement à deux choses. D'abord, à une résistance mentale qu'on trouve dans la 3D. Plus votre résistance mentale sera grande et plus il y aura de perturbations, puisque cette, on peut dire, non-paix mentale va entraîner ce que l'on appelle notre corps émotionnel, qui serait l'équivalent, d'une certaine manière, de la température. Donc ici, si vous n'êtes pas très clair dans les idées et que tout se chamboule, c'est une chose, mais si en plus vous y mettez de la température, ça va chambouler encore plus. Donc, on voit bien que notre partie mentale, il faut déjà qu'elle soit en paix. Quand notre partie mentale est en paix, à ce moment-là, notre partie émotionnelle, eh bien, va avoir plus de chances d'être en paix. Et si nous avons la paix mentale qui amènera la paix du cœur, eh bien, forcément, votre cristal sera beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus vertical et pourra à ce moment-là se balader beaucoup plus facilement, ce qu'on appelle dans les dimensions. Et donc expérimenter en moyenne la 3D ou la 4D. Et on verra que l'ascension correspond ni plus ni moins au passage
dans la prochaine couche d'oignon que je représente ici, la prochaine couche d'oignon qui est là, c'est-à-dire l'autre espace-temps qu'il y a au-dessus, qui s'appelle la 5D, 6D. Voilà pourquoi nous parlons toujours de 5D, puisque en fait, quand nous allons aborder la 5D, eh bien, nous pénétrerons un petit peu comme ceci, et nous allons découvrir les parties les plus denses, bien sûr, de la 5D, qui progressivement nous monteront pour aller vers la 6D, etc. Alors je vous rappelle que ce cristal de la conscience se balade en fonction de votre paix intérieure et de votre température émotionnelle intérieure. En clair, plus vous serez pacifique au niveau de votre mental, plus vous serez en paix avec votre mental, et plus vos émotions seront au ras des pâquerettes, dans le sens qu'il n'y aura pas de perturbation émotionnelle, eh bien, la température ici, vous savez, quand je dis perturbation émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'il faut être à 0 degré, qu'il faut être de la glace, parce que si à ce moment-là vous êtes de la glace, d'une certaine manière, vous êtes froid. Ok ? Donc, vous pouvez très bien ici être à température, à 40 degrés, à 50 degrés, à 60 degrés, mais où le mouvement est uniformément réparti de telle manière que vous n'êtes pas déséquilibré. Donc, les gens prennent souvent de l'indifférence en disant « Ouais, mais si t'es froid, si t'as plus de lien affectif, etc., t'es plus un humain », c'est faux. Parce que vous verrez que quand nous sommes dans cette partie, nous pouvons ressentir une bienveillance et une compassion pour tout le monde, pour tout être vivant, même pas seulement les humains, et même souvent, je dirais que c'est impossible de s'arrêter seulement à l'humain, parce que quand on s'arrête à l'humain, en fait, grosso modo, on en est là, mais on n'a pas tout compris encore, parce que plus vous allez grimper là, plus vous allez voir la quintessence de la matière, quelle est l'intelligence qui se cache dans cette matière, dans ces êtres vivants qui sont incarnés en 3D, 4D comme nous. Et c'est pour ça que plus vous montez dans le respect de la vie, plus vous vous permettez, entre guillemets, d'aller vers ce sommet de la matière, qui est donc le respect total de toute forme de vie. Car vous comprenez que ce sont des civilisations, que ce sont des entités comme vous, simplement avec une vibration différente de la vôtre. Mais ils appartiennent à ceci, et ils sont dans votre temps. Donc plus vous respectez ce qui est autour de vous, toute forme de vie, plus vous êtes en paix mentale, et plus votre température intérieure est non chaotique, entre guillemets, c'est-à-dire que la montée en température est progressive et non pas violente, comme quand vous vous mettez en colère, parce que quand vous êtes en colère, je peux vous imaginer que c'est un véritable ouragan là, et on peut comprendre que quelque part vous êtes déstabilisé parce que, comme dirait l'autre, la bouée elle tangue comme un peu. Donc, c'est une représentation purement visuelle pour que vous compreniez qu'enfin, c'est un ensemble, que nous sommes dans un bocal espace-temps et que nous allons passer dans un autre bocal. Alors, ça, c'était pour vous montrer un tout petit peu notre véhicule spatio-temporel, notre conscience, parce que notre conscience aussi va pouvoir, en clair, aussi s'expanser. C'est-à-dire que, ici, nous avons un bout de cristal au départ, mais ce cristal va, à fur et à mesure de l'expérimentation, entre guillemets, ramener, on peut dire, des cristaux, et va faire que ce cristal va s'agrandir, que votre conscience, votre état de conscience, va devenir de plus en plus grand. Il est évident que quand votre cristal sera par exemple aussi grand que ça veut dire que tout simplement, vous serez complètement calé à l'intérieur de ce bocal, et où le mouvement, on va dire, qui venait à vous perturber, va être de moins en moins grand. Donc vous serez de plus en plus stable. Et vous ferez, comme toute conscience, quand la paire de chaussures devient trop petite, vous changez de paire de chaussures. Ça veut dire que ça correspondra tout simplement à aller chausser un autre espace-temps. Donc en clair, ici, notre niveau de conscience évolue et on va voir que ceci est la partie idéale pour, je dirais, une 3D unifiée. Quand nous disons une 3D unifiée, ça veut dire où la pyramide du temps est parfaitement positionnée par rapport à la pyramide de l'espace. Mais tout ceci, je vous en parlerai dans un prochain article, parce que celui-ci commence à être un tout petit peu long, et vous allez comprendre ce que c'est une 3D unifiée, une 3D dissociée ou falsifiée comme vous voulez, et où en fait comment nous pouvons représenter géométriquement parlant
un niveau de conscience d'un individu et de sa propension, entre guillemets, à être en équilibre ou en déséquilibre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite, je dirais, une bonne continuation. Au revoir.